Bonjour et bienvenue sur Culture Passion, l'émission du pôle culturel de la radio web de l'UTL 65. Culture Passion ou embarquement immédiat vers la galaxie Culture 65. Alors, dans Culture Passion, aujourd'hui, nous rencontrons, avant le concert d'ouverture du CAC de Séméac, alors Guillaume, donc, qui est un artiste que l'on définit comme un affûteur des mots, est auteur, compositeur. Il exprime aussi parfois des idées dans ses textes, ou souvent même. Tout le temps. Et il vient donc ce soir, et je crois que le concert va être avec la complicité d'Olivier Pelfig. C'est ça, oui. Voilà. Et donc ce lieu a quand même pour vous une résonance particulière, parce qu'il est lié à des souvenirs d'enfance. Oui, il y a plein de choses qui se percutent en fait. Il y a déjà le nom de la salle, Albert Camus, qui me fait penser directement à mon père, à des romans que j'ai lus au collège, et puis aussi à l'Algérie. Voilà, je suis issu d'une famille de pieds noirs espagnols. Et c'est vrai qu'en 1962, mes parents se sont rencontrés à Lannemezan. Ils arrivaient tous les deux d'Algérie avec leurs familles respectives. Et ils sont tombés amoureux, ils se sont mariés. Et ce qui explique aussi que mes grands-parents et mon arrière-grand-mère sont restés autour de Lannemezan. Mon arrière-grand-mère habitait Séméac, pas très loin d'ici, pas très loin du centre Albert Camus. Et mon grand-père habitait Tarbes et puis à côté de Tournai aussi. Donc c'est une région qui est chère à mon cœur où je suis venu depuis tout petit en vacances. Effectivement, il y a des liens assez forts. Vous faites un parallèle d'ailleurs avec les voyages dans les Pyrénées de Victor Hugo. Oui, c'est vrai. Récemment, j'ai eu la joie et le bonheur d'être embauché là, pour une petite pièce de théâtre où je disais du Victor Hugo et je raconte effectivement son passage dans les Pyrénées. Mais un tout petit passage où justement il tombe amoureux et puis ça marque son enfance au fer blanc. C'est ça. Alors, comment a débuté votre carrière, monsieur ? Eh bien, elle a débuté sur le tard en fait, et elle a débuté aussi, là encore, avec un lien à la région, puisque j'étais en études d'anglais à Pau. J'avais pas prévu du tout de faire de la musique, et puis j'ai répondu à une petite annonce d'un guitariste et d'un bassiste qui cherchaient un chanteur. Donc j'y suis allé, et il se trouve que c'était des gens d'ici. Le guitariste s'appelait Jean-Philippe, il était de Tarbes. Et le bassiste Lionel d'Orient. Voilà, donc ma première rencontre avec la musique, ça a été aussi, je me rends compte au moment où je vous le dis, ça a été en lien aussi avec la région tarbaise. Oui. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai commencé à chanter. J'avais déjà commencé à écrire, et donc on a mis en musique avec ces camarades-là mes premiers textes, qui étaient en anglais d'ailleurs, puisque je faisais des études d'anglais. Voilà, comment ça a démarré. Alors moi j'allais vous demander quelles ont été les rencontres déterminantes par la suite, parce que vous avez rencontré des gens comme Cabrel. Enfin... Ouais. Oui, on parle souvent de ces rencontres-là parce que c'est les gens les plus connus. Mais c'est vrai qu'à part Cabrel et puis tous les gens que j'ai pu rencontrer ensuite qui m'ont beaucoup apporté, j'ai rencontré aussi énormément de gens, d'humains qui ont fait ce que je suis aujourd'hui et qui m'ont fait devenir l'artiste que je suis aujourd'hui. À commencer par les premiers musiciens dont je parlais il y a quelques secondes. Et c'est vrai qu'après, une carrière d'artiste s'est jalonnée effectivement de moments un peu clés. Le moment clé pour moi, ça a été la rencontre avec Francis Cabrel, parce que c'est là surtout que j'ai arrêté de faire des reprises. J'étais aussi un chanteur de bal, et là aussi je venais répéter à Séméac avec un orchestre qui s'appelait Holiday. La coïncidence veut que le régisseur, on est dans son bureau aujourd'hui, Jean-Paul Catala, était le chef d'orchestre de ce groupe. Donc il habitait Séméac et je venais pendant 5 ans, là aussi, répéter avec le groupe. Et l'on parcourait des kilomètres et des kilomètres tout l'été pendant 5 ans pour animer des places de village. Voilà, donc toutes ces personnes, c'est aussi des personnes marquantes. Et puis en 2016, je vais à Stafford, je rencontre Francis Cabrel. Et là, on me fait comprendre que mes chansons ont de la valeur. Chose que, bon, j'avais quand même une petite certitude là-dessus. Je croyais en ce que je faisais. Mais c'est une époque où je démarrais encore et j'avais encore pas mal de doutes. Donc, s'entendre dire comme ça par des gens comme Cabrel ou d'autres
que les chansons valent le coup, bah, ça met un gros coup de pied au derrière. Et on se dit, bon, ben, il faudrait maintenant que je me consacre uniquement à mes chansons si je veux arriver à en vivre. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait en 2007. Et effectivement, pour ça, ça a été une rencontre assez marquante. Est-ce que vous avez eu quand même aussi des... Vous avez été le coup de cœur de France Bleu, vous avez été le coup de cœur aussi de l'Académie Charles Cros. Oui, ça c'était un peu plus tard, oui. voilà. C'était un peu plus tard, c'était en 2016. Ouais. Donc là, il s'était passé déjà 6 ans et 2 albums. Et beaucoup de concerts. J'ai eu la chance d'aller au Québec, en Suisse, de voyager beaucoup avec mes chansons. En fait, j'ai commencé par voyager énormément en France avec les reprises, et essentiellement dans le Grand Sud-Ouest, puisqu'avec Holiday, on tournait vraiment tous les week-ends et on faisait une 60aine de concerts par an. Donc ça donnait l'occasion de réviser sa géo. Et puis après, à Stafford, effectivement, on m'a mis le pied à l'étrier et j'ai commencé à faire des premières parties de gens bien installés comme Cabrel ou Émilie Loiseau. Oui. Et c'est ça qui, effectivement, m'a motivé encore plus pour la suite, quoi. Et qu'est-ce que vous faisiez comme reprise? Ah ben, vraiment de tout, mais c'était essentiellement du rock français, anglo-saxon et de la variété. Ouais. Donc ça allait de U2 à Goldman en passant par Scapé, Indochine, des tubes du moment. Enfin voilà, on essayait de faire à la fois des grands classiques et aussi des choses populaires à l'époque, qui passaient à la radio, parce qu'il fallait faire danser les gens. Il fallait faire danser, c'est ça. C'était ça. Et ça a été une très très bonne école pour moi, une école de ce qu'on appelle le frontman, c'est-à-dire celui qui est devant, qui va chercher les gens. Et puis ça m'a appris surtout à chanter longtemps. Parce que c'était quelque chose de... Voilà, c'était des gros concerts de 3-4 heures, toute la nuit, avec montage plus démontage de la scène avant-après. Et voilà, ça m'a appris aussi à tenir la scène, à aller chercher les gens quand ils n'étaient pas devant la scène. Et quelque part à avoir aussi confiance en moi et avoir plus d'aisance en public. Vous dites de vous aussi que vous n'êtes pas un long fleuve tranquille. Référence au film de Châtillès. Alors, qu'entendez-vous par là? Alors, pour résumer, ce livre-disque qui s'appelle Je ne suis pas un long fleuve tranquille, il est tiré d'une chanson qui s'appelle Long fleuve, et dans laquelle je fais parler la vie à la première personne du singulier. C'est la vie qui parle en fait. Donc quand on entend Je ne suis pas un long fleuve tranquille, c'est la vie qui s'exprime à travers ma plume. Et donc dans la chanson, je lui fais dire partout où elle est, je lui fais raconter où elle s'insinue dans toutes les vies, que ce soit les vies d'ouvriers, les vies de riches, la vie, la mort, l'amour. Et voilà, ils ont tiré un livre-disque où là aussi je fais parler la vie et je me sers de ça pour parler un peu de la mienne. Vous avez inventé un nouveau métier d'ailleurs, chanteur-libraire, hein, j'ai entendu, j'ai lu. Alors, c'est pas moi qui suis libraire, c'est pas moi qui suis libraire, mais effectivement c'est des objets, les livres-disques qui allient à la fois un album de 12 chansons et des petites histoires qui vont avec. Donc là en l'occurrence dans ce livre-disque je raconte pour chaque chanson la naissance de la mélodie, du texte, à quel endroit j'étais, comment c'est arrivé, qu'est-ce qui m'a inspiré. Et je me suis aperçu en écrivant ce bouquin que les chansons qui naissaient sous ma plume, ou sous la plume d'autres auteurs, parce qu'il m'arrive de travailler avec d'autres gens, étaient souvent évidemment le fruit de plein d'expériences différentes, de plein d'observations différentes, de rencontres. Et voilà, la chanson n'est qu'une petite synthèse d'un bout de vie. C'est comme ça que je le vois. Vous avez aussi une sensibilité particulière, un certain humanisme, enfin, vous aimez compassion. l'humain. Oui, c'est quelque chose qui m'a toujours... J'ai vécu moi dans un milieu très humain en fait, dans un milieu d'enseignants. Et en plus on vivait dans une école, c'est-à-dire ma maman était enseignante en maternelle. Donc on habitait au-dessus de l'école, un appartement de fonction. J'étais vraiment au cœur des gens, au cœur des enfants, des parents, au cœur des instits. Quand je revenais de l'école, quelques années plus tard en primaire, au collège, j'arrivais, je discutais avec les institutrices. J'étais baigné de ça. Mon papa était prof aussi. Voilà, donc, et puis une famille pied noir, c'est une famille qui parle beaucoup, qui raconte des histoires, qui aime bien se souvenir. Voilà, donc rajouter à ça le goût pour la littérature et les livres, la musique. Vous mélangez tout ça dans un grand shaker et puis voilà, effectivement ça m'a amené à faire des études de lettres
de philo, de langue. Et puis naturellement, ça m'a amené à la musique. La petite annonce dont je vous parlais tout à l'heure, quand je l'ai vue écrite sur un mur dans les couloirs de la fac de Pau, ça m'a attiré, quoi. Et vous étiez déjà musicien, parce que pour répondre à cette annonce, il fallait déjà je crois que j'étais mélodiste, c'est-à-dire je chantais, je pianotais un peu sur un vieux clavier Yamaha à la maison depuis quelques années, et j'écrivais. J'écrivais déjà des poèmes et des choses qui étaient déjà au format chanson, en fait. Et puis voilà, j'avais essayé de faire du piano en cours, mais ça ne m'avait pas réussi du tout. Donc effectivement, j'étais assez mélomane, j'écoutais beaucoup de musique. Et c'est peut-être ça aussi qui m'a poussé à appeler le numéro de téléphone sur la petite annonce. D'ailleurs, je fais une annonce, si vous me permettez. Oui, bien sûr. Je ne sais pas s'il entendra ce message. Alors, je donne le bonjour à Lionel, qui était le bassiste du groupe à Pau. Et je fais un appel à Jean-Philippe Abadi, parce que Lionel, on s'est revu il y a quelques années. Il est d'Orléans. Je crois que sa maman tenait une boulangerie, si je me rappelle bien. Et Jean-Philippe Abadi, qui était de Tarbes, j'ai plus de ses nouvelles, je le retrouve nulle part. Donc si jamais quelqu'un entend ce message, il peut aller sur mon site et me contacter par mail. Alors, moi j'aimerais vous poser comment vous avez vécu cette période particulière sanitaire, parce que bon, j'ai bien lu ce que vous aviez écrit, que la culture s'accrochait, que la culture se défendait, qu'elle se débat dans des petits lieux comme dans des grands lieux. Là, j'emprunte vos mots, vos phrases. Et donc j'aimerais que vous me parliez qu'elle permet aussi l'éveil de nos âmes, de nos cœurs et de nos vies. Voilà, donc comment avez-vous vécu cette période où justement il ne pouvait pas y avoir de lien social J'entendais l'autre jour l'interview que vous avez réalisée avec Sangria Gratuite, avec Laurent. Il y a longtemps, oui. C'était il y a quelques temps, mais je crois que c'était au moment en plein cœur avant leur live au Théâtre des C'est ça, voilà. Je pense qu'on était au début du confinement, quelque chose comme ça. Et il disait très justement que ça avait fait une pause dans nos vies au début qui était assez bienvenue, parce qu'on a des vies qui, malgré tout, entre la vie de famille et la vie d'artiste, on est souvent en mouvement, souvent en train de faire des choses. On a peu de temps finalement pour se poser, donc c'était assez agréable, les 10 premiers jours, comme disait Laurent Delpech. Et puis après, effectivement, il a fallu s'adapter. Donc moi, je l'ai vécu, je me suis rendu compte à quel point mon métier avait du prix, à quel point j'aimais mon métier, et à quel point, au bout d'un certain temps, ça me manquait, quoi. Alors, j'ai pas rien fait non plus, j'en ai profité pour composer, écrire et enregistrer des chansons que j'avais pas pu mettre sur mon album précédent. Donc je me suis débrouillé avec le petit matériel que j'avais à la maison, et j'en ai fait un petit EP, c'est-à-dire un album, un mini-album 6 titres, qui s'appelle Mini Monde. Voilà, ça a été l'occasion de bricoler à la maison et de faire des choses par mes propres moyens, sans le concours d'autres musiciens ou très peu. Et puis voilà, j'en ai profité aussi pour m'occuper un peu plus encore de ma famille, de mes enfants, de ma maison. Et puis maintenant que ça revient, ça reste toujours très compliqué et très fragile. On ne sait pas du tout. Je pense que les gens sont très prudents en ce moment. Oui. Il y a peu de réservations sur les concerts, on réserve au dernier moment. Mais ça nous a appris aussi à avoir un certain lâcher-prise par rapport à certaines réalités du métier. Moi, ça m'a déstressé un peu, en fait, tout ça. Donc j'espère maintenant que ça va repartir de plus belle, en gardant une taille humaine et puis en essayant peut-être de faire en sorte que les petits lieux continuent d'exister, peut-être encore mieux qu'avant. Parce que j'ai l'impression qu'on a besoin de cette proximité. De toute façon, on n'a pas le choix. Il y a beaucoup d'obligations sanitaires qui nous obligent à nous retrouver en petit comité. Bon, moi, ça me va, c'est ce que je fais depuis longtemps. Donc, ici, ce soir, au Centre Albert Camus, la salle est feutrée, elle n'est pas... Oui. Voilà, c'est pas le Zénith, et c'est pas un concert chez l'habitant non plus, mais c'est la bonne proportion pour moi, pour prendre du plaisir. C'est une bonne ouverture pour le programme, pour la saison du CAC. C'est un grand honneur pour moi. Alors pensez-vous par exemple comme Victor Hugo qui lui pensait que le poète ou l'artiste avait une fonction sociale et devait mettre en exergue les problèmes sociétaux. Et j'ai l'impression que dans vos chansons, chaque fois on aborde une partie des problèmes de cette société, en particulier la migration, des choses comme ça. Ouais. Vous évoquez... Dans Macadam. Oui, dans Macadam Animal, c'est essentiellement. Ça. Ouais. C'est ça. Ouais, c'est un album où j'ai voulu... Ailleurs aussi, il y a des petits oui. Grosso modo, ça évoque soit des choses très sociétales, soit des choses familiales,
qui nous tiennent tous à cœur. Oui. J'ai beaucoup écrit sur les liens familiaux, sur la filiation, sur la vieillesse, sur la mort aussi. Et le dernier album, Macadam Animal, effectivement, il m'a permis de faire le lien entre des choses qui me révoltent aujourd'hui encore et des choses qui sont liées à ma famille, à mon histoire familiale. C'est-à-dire, comme je vous disais tout à l'heure, mes parents sont nés en Algérie, ils ont vécu les événements, ils ont dû partir d'un sol qui les avait vus naître. Donc ils ont été des migrants, eux aussi, comme beaucoup de gens depuis l'aube de l'humanité. L'homme est un nomade, quoi. On a ensuite dessiné des frontières et cartographié tout ça, mais voilà, je suis de ceux, et c'est peut-être encore utopique aujourd'hui, mais je suis de ceux qui pensent que chacun a le droit de citer n'importe où il se trouve, n'importe où il va. Chacun a droit à l'asile, et si tant est qu'on s'adapte un peu, qu'on fait un pas aussi vers l'autre, évidemment. Mais ça, la plupart des gens qui viennent une valise à la main ou un sac plastique à la main, ils ont évidemment envie de s'intégrer, évidemment envie qu'on leur ouvre les bras. Et voilà, dans cet album, effectivement, il y a plusieurs chansons qui parlent de ça. À la fois du départ du pays qu'on aime et qui nous a vu naître, et de l'arrivée aussi. Il y a une chanson qui s'appelle « Laissez-moi entrer » qui dit ce qu'elle est. Voilà, je fais une analogie avec les Indiens d'Amérique, mais grosso modo, c'est un migrant qui arrive aux portes de l'Europe et qui dit tout simplement « mais laissez-moi entrer, quoi. Moi, Je n'ai nulle part où aller. » Ça me fait penser à Laurent Godet qui a écrit Eldorado. Est-ce que vous l'avez lu? Je ne connais pas, je suis désolé. Ah, c'est un livre magnifique. Je crois qu'il a eu un concours d'ailleurs pour Le Soleil d'Escorta. Et il parle des migrants et il dit il faut savoir que celui qui quitte, toutes les frontières blessent. Ouais. Et c'est ça, en réalité. C'est ça. Et oui, c'est ça, toutes les frontières blessent. Voilà. On est tous des migrants, quelque part. Oui, et c'est quand on regarde l'histoire des individus. C'est pas nouveau, quoi. C'est pas nouveau. Voilà, c'est pas Sauf nouveau. qu'aujourd'hui, on a les moyens de le prendre en compte et on a du poids aussi si on le souhaite. Oui. Alors, à la fois à travers les chansons, les œuvres artistiques. Oui. Moi, je m'efforce de faire ça à mon petit niveau. Oui, et vous faites très bien. Parce que voilà, c'est ce que je sais faire de mieux, mais j'hésite pas aussi quand j'ai l'occasion à m'engager citoyennement, voilà, dans des causes ou dans des... Mais on est des petites gouttes d'eau dans l'océan, mais il faut quand même... passer des messages. Mais avec des petites gouttes d'eau, on arrive à faire des petites rivières. Hein. Puis les chansons, ça permet de tisser un lien, d'ouvrir peut-être une discussion comme on le fait aujourd'hui. Aujourd'hui, absolument. De planter une petite graine. Tout à fait. Et alors, à quel moment vous êtes-vous senti sur scène comme à la maison? Eh bien, ça a commencé assez tôt en fait. Dans la biographie qui me décrit, il y a ce moment au Québec où là aussi, enfin le Québec, c'était un petit peu la continuité des premières parties de Cabrel, d'Émilie Loiseau. Il y a eu 2-3 ans entre 2007 et 2010 où vraiment j'ai pris un petit peu mon envol. Et puis je me suis effectivement senti sur scène comme à la maison parce que je commençais à fréquenter des gens qui étaient d'un niveau au-dessus du mien. Mais en même temps, on me disait, viens, tu es accepté, quoi. Oui, voilà. Donc être accepté par ses pairs, d'une certaine manière, c'est quelque chose qui vous donne énormément confiance, surtout quand vous avez démarré très tard, à 18 ans, que vous faisiez du bal 1 ou 2 ans avant, ce qui est évidemment un beau métier aussi, mais là, on me demandait de défendre mes chansons, et aux côtés de pointures de la chanson française, c'était, voilà. C'est peut-être là, effectivement, qu'il y a eu un gros déclic pour moi, et je me suis dit, bon, ben, c'est bon, t'es accepté. Maintenant, tu es chez toi. T'es adoubé, c'est fait. Voilà. Et c'est vrai que les spectateurs, ça c'est un des précieux conseils qu'on m'a donné à Stafford, c'est de ne pas s'excuser quand on arrive sur scène. C'est d'avoir toutes les armes qu'il faut et tout le travail qu'il faut dans les bottes pour arriver sur scène et que le public se dise on va passer un bon moment, ce gars-là va pas défaillir. C'est ça. On est bien, voilà, c'est parti. Et c'est vrai qu'au début, quand on commence, on n'a pas cette assurance, on n'a pas cette confiance en nous. On est là à flipper du moindre truc, de la moindre fausse note. On est très vite déstabilisé. Donc ça, le public le sent. Et je pense que le point de pas de rupture, mais le déclic, là, c'est effectivement quand vous arrivez sur scène et que les gens sentent qu'il y a un artiste devant eux. Voilà. Et ça, c'est vraiment très plaisant à ressentir les premières fois parce que on cherche ça pendant des années.
On travaille pour ça en fait. Bien sûr. Voilà, mais c'est jamais fini, hein. Il faut toujours Bien sûr. continuer de travailler, d'apprendre, mais c'est un grand plaisir quand vous touchez ça du doigt. Mais Francis Cabrel a commencé en faisant les balles, hein. Exactement. Partout. Oui, Il avait son groupe et il faisait des balles. Voilà, c'est ça. On a eu l'occasion d'en parler, lui et moi, et il avait un groupe qui s'appelait Les Gaulois. C'est ça. C'est peut-être de là que venait sa grande moustache au début, je sais pas. Ouais. Mais il a écumé effectivement les scènes de village. Ah oui, il faisait et ça lui a mis le pied à l'étrier. Et puis un jour, il a fait un radio-crochet avec Petite Marie, je crois. C'est ça. Ça a déclenché beaucoup de choses. Et ça a déclenché, voilà. Oui. Et quelle est pour vous alors la chanson qui a été le plus difficile à écrire? Ah, le plus difficile, ça c'est une question piège qu'on m'a jamais posée. Alors je pourrais la jouer facile et dire c'est la prochaine. Ah oui. Mais je sais pas, la plus dure. En fait, je remarque quelque chose depuis plus de 20 ans que j'écris des chansons, c'est que la plupart du temps, quand ça met du temps, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Et souvent, les meilleures chansons viennent assez vite. Pas d'ingé, mais on a le truc, l'angle ou le point de vue qui vient. Je prends souvent, pour exemple, une chanson qui s'appelle Si j'étais Marty McFly, que j'ai écrite il y a longtemps. C'est une des rares chansons que je joue encore aujourd'hui sur scène. Oui. Ça a été un petit peu mon passeport d'ailleurs à Stafford quand j'étais arrivé dans la cour de création de Voix du Sud. Francis Cabrel est arrivé, il est venu me serrer la main en me chantonnant cette chanson en fait. Donc en matière de bienvenue, c'était là aussi un déclic sympa. Et du coup, tout ça pour dire que cette chanson-là, elle est venue avec le titre. Quand j'ai eu le titre, je savais que j'avais la chanson. J'avais le procédé de la chanson. Je me mettais là à la place d'un voyageur dans le temps. Marty McFly, c'est Retour vers le futur. Et donc je savais ce que j'allais écrire avec le titre. Juste avec le titre, je savais que j'allais me mettre à sa place, que j'allais raconter mes souvenirs. Et de là a découlé forcément les idées de ma vie que j'ai mis en texte. Mais voilà, donc les plus durs, j'ai tendance à dire que c'est pas les meilleurs en général. Voilà. Après, en contre-exemple, il y a une chanson qui s'appelle Des hommes et des fleurs, pour laquelle j'ai eu une mélodie pendant très longtemps. Je vais la chanter ce soir aussi. La mélodie m'est restée pendant 6 mois, et j'avais pas le texte. J'arrivais pas à savoir de quoi j'allais parler dans cette chanson. Je suis passé par plein de thèmes différents avant de trouver le déclic. Elle m'a fait penser à Brassens, cette chanson. Oui, parce qu'il y a une pompe qui fait... Exactement. Exactement. Voilà. Quand je l'ai écouté, je me suis dit, tiens, voilà, ça ressemble. Puis le texte aussi. Voilà, je l'ai emmené ailleurs, mais voilà, c'était un petit hommage aussi à ces gens-là. Ah oui. Et vous composez avant et vous écrivez après le texte? Non, pas forcément. Ça dépend des fois. Ça dépend des fois. Marty McFly, j'avais le texte avant. Et puis, dans la métrique, dans la rythmique des mots, je sentais une valse. Oui. Donc souvent quand c'est comme ça, je chante d'abord la mélodie sans guitare, sans rien. Et la mélodie amène ensuite l'harmonie, donc il faut juste trouver les accords sur l'instrument. Et ça part comme ça, mais Des hommes et des fleurs, voilà, la mélodie est d'abord venue, et puis les mots sont arrivés bien plus tard. Donc j'ai pas vraiment d'habitude. C'est l'inspiration qui dicte un peu le processus. Il vous est arrivé aussi de jouer par exemple avec des élèves du conservatoire de Dax, avec des instruments à cordes? Oui. Ouais. C'est aussi une belle aventure sur l'album Macadam Animal. On a été accompagnés sur scène par des cordes, par un orchestre symphonique, enfin pas symphonique, juste les cordes. Et comme on avait enregistré un quatuor sur l'album, on avait cette belle envie de se faire accompagner sur scène avec les musiciens qui m'accompagnaient. On était en trio. Et voilà, de fil en aiguille, Vincent Kopp, le directeur du conservatoire, m'a proposé ce projet. Et évidemment, j'ai dit oui parce que c'était... Voilà, on n'a pas tous les jours l'occasion de vivre ce genre d'expérience musicale. Bien sûr. Voilà. Et ce soir-là, vous allez être accompagné donc par Olivier Pelfig. Oui, pas de symphonique ce soir, mais un batteur d'exception et un humain aussi... voilà, comme je les aime, quelqu'un qui est très simple, qui est très travailleur et qui a de l'humour et qui a beaucoup travaillé son instrument et qui joue comme moi depuis très longtemps. C'est quelqu'un Olivier, que j'avais sollicité sur un ou deux remplacements à l'époque où je travaillais avec un autre batteur de Mauvesin, encore une fois, dans les Hautes-Pyrénées. Dans les Hautes-Pyrénées, qui s'appelle Laurent Rousse, qui n'était autre que le batteur d'Holiday, dont on parlait tout à l'heure, donc j'avais embauché aussi dans mon projet personnel.
donc il m'a accompagné pendant 3 ans. Et puis voilà, une fois, Laurent était pris par un autre de ses projets, il ne pouvait pas venir à un concert qu'on avait dans un festival, donc j'ai appelé Olivier Pelfig, qui est venu juste pour une date. Et puis on ne s'est pas reparlé beaucoup pendant 3-4 ans, 5 ans même. Et il y a quelques temps, voilà, je l'ai sollicité pour m'accompagner parce que j'en gardais un très bon souvenir. Voilà, lui habite frontière du Béarn, du côté de Pau. Et ce soir, alors qu'est-ce que vous allez nous interpréter ce soir? Eh bien ce soir, on va interpréter beaucoup de chansons de Macadam Animal et puis des chansons des autres albums en fait. Là j'arrive à un point en fait où quand vous avez 3-4 albums, oui. Faut arriver à mélanger les choses de façon à avoir un panel qui vous représente, des chansons qui vous font envie aussi, parce qu'il y a, selon les moments aussi, il y a des chansons qu'on n'a plus envie de jouer. Voilà, si j'étais Marty McFly, je l'avais mis sur le banc de touche pendant très longtemps, elle est revenue il y a 2 ans. C'est une chanson qu'on m'a réclamée aussi, donc, et puis qui est assez liée à mon parcours et à ma vie personnelle. Donc ce soir, il y aura un peu de tout, il y aura de tous les albums, en essayant de rythmer, voilà, moi ce qui m'importe aussi, c'est pas seulement les chansons, c'est aussi le relief qu'il y a dans un spectacle, oui. Le début, le milieu, la fin, arriver à ce que les gens soient à la fois à l'écoute des paroles, mais aussi qu'ils aient envie de bouger la tête, envie d'applaudir, envie de chanter avec moi, envie de pleurer même, peut-être parfois quand ça provoque des émotions. Oui. Voilà, c'est comme un petit voyage d'une heure et demie où je les emmène dans mon petit monde. Ça provoque de l'émotion en chanson, ça c'est sûr. Et est-ce qu'il vous est arrivé de modifier par exemple ce que vous aviez prévu en fonction de justement de ce que le public reçoit? Alors ça nous arrive pas forcément une fois qu'on est sur scène, mais il peut arriver qu'on saute un morceau ou qu'on passe plus vite on va dire qu'on passe plus vite à un autre. En général, là, ce soir c'est un set qu'on a éprouvé quand même assez souvent. Et si on fait des modifications, c'est toujours un petit peu en amont, en fonction du lieu, en fonction de l'écoute. Voilà, dans des lieux plus intimistes, on a tendance à privilégier les chansons acoustiques. Là, ce soir, on va envoyer aussi un peu de son. Il y a un côté acoustique et un côté électrique qui fait qu'on passe d'une ambiance à l'autre. Quels sont vos projets? Alors, les projets. Bien, les projets sont pas seulement musicaux. Là, depuis 2 ans, je disais tout à l'heure, je fais un peu de théâtre et de plus en plus d'acteurs en fait. Je passe des petits castings pour des petits rôles, je fais de la figuration. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup, qui m'amuse beaucoup. Je suis assez humble avec ça parce que c'est vraiment les débuts, mais bon, on m'appelle, on me propose des choses, donc j'y vais avec grand plaisir. Et puis j'ai aussi un spectacle que j'ai monté juste avant le confinement, que j'ai pu retravailler, qui reprend des chansons d'MC Solar, que j'ai beaucoup écouté quand j'étais jeune et quand j'habitais Paris. Donc voilà, il y a 2 ans, je me suis dit... alors il y a ce soir une chanson qu'on fera qui s'appelle Nouveau Western, qu'on reprenait déjà dans mon répertoire au milieu de mes chansons depuis un petit moment. Et puis voilà, un jour je me suis dit, tiens, ce serait sympa, un petit projet récréatif, où je revisiterais des chansons d'MC Solar qui sont dans une veine hip-hop, rap. Oui. Moi j'ai qu'une guitare, comment je peux faire? Donc je me suis penché sur la question et j'en ai sorti un spectacle d'1h20 où je revisite les plus grands tubes, on va dire, d'MC Solar. Voilà, il y a ça, et puis peut-être un futur album, mais on en est encore loin, parce qu'il y a des chansons en gestation, mais j'ai pas envie aujourd'hui de me retrouver... J'adore être en studio, j'adore enregistrer, j'adore préparer les chansons, j'adore concevoir la pochette, j'adore faire des clips, mais il y a quand même un problème avec sortir un album aujourd'hui quand on est un artiste indépendant, c'est l'argent. Quand vous avez peu d'argent, vous pouvez faire des choses de qualité, certes, mais après, il faut pouvoir les exposer au grand public. Et c'est un peu dur à dire, mais si vous n'avez pas un budget pour la promotion conséquent, qui soit au moins de la valeur de l'album, voire supérieur, vous n'irez pas toucher grand monde en fait. Voilà. Donc il y a un réseau de radios indépendantes et de médias indépendants comme vous, qu'on peut toucher évidemment, et c'est ce qu'on fait. Mais voilà, quand on a fait 3-4 albums, qu'on a mis beaucoup d'énergie à chaque fois, et qu'en plus le disque aujourd'hui est un petit peu en déroute, quoi.
Là, on se pose beaucoup de questions par rapport à ça. Mais il reste quand même les plateformes, on peut écouter des chansons facilement sur ces médias-là, et donc c'est quand même super. Ce qui fait que s'il y a un autre album, peut-être que j'envisagerai uniquement une distribution digitale, et des concerts évidemment, parce que c'est quand même là que je me sens comme à la maison. Comme à la maison. C'est ça. Vous êtes un des rares artistes qui avait fait le trajet à l'envers, c'est que d'habitude les gens viennent de la province et montent à Paris, et vous étiez dans la région parisienne et vous êtes descendu en province. À 18 ans, j'ai quitté ma banlieue, voilà. C'est bizarre, hein. Oui. Mais après, j'y suis retourné plusieurs fois, mais c'est vrai qu'on est tellement bien ici. Ah oui. Voilà. C'est notre qualité de vie. C'est ça. Voilà. Après, les gros réseaux ne sont-ils pas... Ils sont essentiellement dans les grandes... Et vous n'avez pas été démarché par des grandes maisons de disques ou par Eh ben, des producteurs? c'est arrivé plusieurs fois en fait, pour tout vous dire. Et puis à chaque fois, ça ne s'est pas fait. Donc je pense qu'aujourd'hui, si je fais le bilan, il y a quelque chose qui fait que ça ne devait pas arriver. Peut-être. Je courais beaucoup après ça au début, peut-être trop. C'est-à-dire que je faisais parfois mes choix artistiques en fonction de ça au début. C'est une grave erreur. Oui. Je me suis rendu compte, on me l'a fait remarquer, et puis voilà, ce qui compte, c'est l'œuvre en fait. C'est la chanson, c'est pas ce qu'on va en faire derrière. Oui. Quand vous écrivez une chanson, si vous commencez à penser à est-ce qu'elle va passer à la radio. Bon, moi, je ne suis pas dans cette humeur-là. Oui. Certaines personnes le font. Et savent très bien le faire parce que c'est un autre métier. On fabrique un peu des choses au format pour... c'est plus artisanal. Après, il en faut pour tout le monde. Il n'y a pas de... J'ai un côté un peu artisanal et je crois que je l'ai depuis le début, et c'est ce qui fait que peut-être ça s'est jamais vraiment fait. Voilà, j'avais eu le producteur d'Henri Salvador de Jardin d'Hiver qui était venu me voir en concert, qui m'avait proposé d'enregistrer un album, qui était fan de Si j'étais Marty McFly. Et puis humainement, je me sentais pas chez moi. D'accord. Voilà. C'était pas un gars méchant, mais je me retrouvais dans un monde qui n'était pas le mien. Qui n'était pas le vôtre. Je me sentais un peu décalé. Il y avait des dorures, il y avait de l'argent, et c'était pas mon univers du tout. Donc peut-être que c'est à cause de ça aussi que ça, ou grâce à ça. Il faut être en accord avec soi-même. Il faut être en accord avec soi-même. Tout à fait. Et aujourd'hui, je suis content parce que je le suis en fait. Donc j'ai aucun regret par rapport à ça. Et j'ai encore plein de choses à vivre sur scène, partout. Puis voilà, comme dit un ami suisse, on n'est jamais à l'abri du succès. Tout à fait. Tout à fait. Alors ce qui m'interpelle, c'est le fait que vous ayez envie de jouer la comédie, Ouais, c'est une nouvelle façon de m'amuser aussi. Oui. Peut-être que le confinement a travaillé aussi dans ce sens-là. On a eu du temps pour se poser, pour réfléchir à ce qu'on avait fait, à ce qu'on pouvait faire après. Et puis, il y a un alignement de choses qui font que les occasions se sont présentées. On vous a proposé on m'a proposé. Et puis, c'est tombé sous mes yeux. Puis voilà, je ne sais pas s'il y a un hasard ou pas, mais il y a peut-être des choses qui sont... Il n'y a jamais de hasard. Je crois qu'il n'y a pas de hasard. Il n'existe pas, le hasard. Non. Il y a ce qu'on décide de faire, de ne pas faire. Voilà. Et effectivement, ça revient souvent à s'écouter. Les choses se présentent au moment où on est prêt. Oui. Quand les disciples sont prêts, ça arrive. Voilà. On les saisit ou pas. Voilà. C'est ça. En tout cas, merci pour cette interview, pour nous avoir consacré ce temps avant votre répétition. Je suppose que vous allez faire une répétition. On va aller faire les balances et puis s'installer tranquillement. Et on a très très envie de faire de la musique à Séméac. Merci, en tout cas, à bientôt. Merci.